workers. I need real builders. Work, work it. Work, work to be a winner. Sweat, work it. Sweat, sweat to be a winner. I wanna smell you. Yeah, I wanna smell you. I wanna smell you even from far away. I wanna smell you. I wanna feel you. So I can know if you're a winner, baby. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Winners, work it good. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est Alzi. J'espère que vous allez bien. Ça fait super plaisir d'être parmi vous ce soir. En tout cas, bienvenue. Prenez place, installez-vous confortablement. Ce soir, on accueille Thomas Pichon de Entrepreneur dans l'âme. On va parler d'entrepreneuriat, de mindset et surtout, il va nous expliquer quels sont ses conseils pratiques pour bien accompagner les gens avec qui il travaille. Il va nous parler de tout ça. Donc voilà, on accueille Thomas tout de suite. Bonsoir Thomas, salut. Est-ce que tu m'entends? Salut. J'entends bien. Super, je vais monter un petit peu le son, voilà. Bon bah bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. T'es où là? Ah ouais, du coup, je suis à Paris, à Clichy, plus exactement, en 92. Ok, bon ça va, ça se passe au deuxième confinement. Oh, écoute, ça va, ça va. Alors, je travaillais déjà quand même assez souvent de la maison, donc finalement, pour moi, ça n'a Ok. pas été un énorme changement cette année. On s'est adapté, quoi. Nomade worker depuis un bout de temps, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, j'avais quand même un petit peu l'habitude de travailler juste avec voilà, l'ordi et puis une bonne connexion Internet et c'est parti. Ok, bon bah super, bah bienvenue en tout cas dans l'interview Eureka et bienvenue aux gens. Si vous avez des questions pour Thomas pendant l'émission, vous avez le chat. Et puis il y a une petite nouveauté d'alert box pour les followers, donc si vous avez des gens qui peuvent follow, allez-y, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. En tout cas, on a bossé là-dessus, donc c'est la petite highlight de la soirée. Bah du coup Thomas, tu vas nous parler un petit peu de toi pour commencer, Thomas, et de Entrepreneur dans l'âme aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail, s'il te plaît? Ouais, bah écoute, avec plaisir. Moi, je te propose de commencer en. Je peux raconter un petit peu mon parcours. Ça permettra de mieux comprendre qu'est-ce qui m'a amené à construire ce que je fais aujourd'hui. Et puis, donc du coup, moi, j'ai à la base une formation d'ingénieur, ingénieur assez généraliste parce que c'était arrêt métier. Et puis, assez vite, moi, je me suis intéressé par l'entrepreneuriat. On avait déjà une petite on va dire une petite spécialité informatique entrepreneuriat et moi j'ai voulu continuer après ça en école de commerce, donc j'ai fait un an en master spécialisé spécialité entrepreneuriat et j'ai trouvé un premier job à Londres pour une startup française, mais je travaillais à Londres en business development et puis ça a été pour moi une bonne continuité pour avoir ce côté informatique, donc un petit peu ingénieur quand même, un peu geek et puis le côté beaucoup plus startup entrepreneuriat. Puis comme j'étais en charge du business development, je touchais pas trop au code, mais j'étais quand même en interaction, tu vois, avec les personnes qui étaient en charge du produit. Et c'était vraiment une belle aventure de Londres. Je suis resté 1 an et demi à Londres. Après, on a décidé de bouger la mission à San Francisco parce que vu qu'on essayait de se lancer dans le monde anglophone, à l'international, finalement, et dans la Silicon Valley, à San Francisco, c'était un bon créneau, donc finalement on a décidé d'aller se poser là-bas. Donc j'étais avec un collègue là-bas que tu connais justement. Ouais. Et donc j'ai travaillé pour cette boîte pendant quasiment 1 an depuis San Francisco. Et puis là-bas c'était vraiment l'ébullition des entrepreneurs passionnés. Pratiquement toutes les personnes que tu rencontres veulent monter leur boîte ou sont en train de faire un side project, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, j'avais envie aussi de me lancer. Je me suis beaucoup, je dirais, formé un peu sur le tas là-bas, à force d'écouter les conversations, à force d'aller à des meet-up, participer à quelques événements. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé aussi à rencontrer pas mal d'entrepreneurs là-bas, à aider quelques-uns. Et puis un jour, j'ai décidé de me lancer. Et du coup, j'ai quitté ce job pour la startup pour pouvoir commencer à me mettre à mon compte. Mais c'est là que j'ai commencé finalement à aider les entrepreneurs. Au début, je faisais pas mal de choses gratuitement parce que ça m'intéressait, parce que ça me passionnait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai construit comme ça mon activité. Après,
J'ai essayé de bouger de San Francisco parce que mon visa arrivait à expiration. Je devais bouger des États-Unis. Et puis à ce moment-là, je suis tombé sur un livre, je pourrais en reparler plus après, mais qui s'appelle La semaine de 4 heures. Ouais. Que pas mal de personnes connaissent et qui parle d'un concept qui s'appelle devenir entrepreneur nomade ou digital nomade. Et après moi, c'était un peu la révélation parce que c'était le bon livre au bon moment. Parce que je savais pas trop où est-ce que j'allais me relocaliser. Et puis finalement, je me suis dit, en fait, je peux être nomade. J'ai pas besoin d'avoir une destinée, un endroit fixe. Donc du coup, je suis descendu en Amérique latine parce que c'était à peu près sur le même fuseau horaire. Et là-bas, je me suis acheté une moto, j'avais mon ordi et puis j'ai pas mal vadrouillé à l'Amérique centrale. À chaque fois qu'il y avait une bonne connexion Internet, je me posais. Je suis resté là-bas à peu près 6 mois. Après, j'ai rencontré ma compagne là-bas. On a bougé en Asie. Donc pendant 2 ans après, je suis resté en Asie avec un petit peu le même style de vie. Voilà, je travaille sur mon ordi, j'accompagne les entrepreneurs. Et du coup, venez à droite, à gauche, parce que je publiais pas mal de contenu aussi sur Internet. J'avais un blog sur Quora à l'époque où je donnais pas mal de conseils sur l'entrepreneuriat. Et puis, petit à petit, voilà, ça me permettait d'avoir des clients. Je fais ça donc pendant 2 ans. J'en ai profité aussi pour m'ouvrir à pas mal d'autres choses en Asie, rencontrer des entrepreneurs locaux qui faisaient des choses bien sympas aussi. J'ai essayé de leur donner un petit coup de main sur certains projets. Et j'ai bien aimé aussi cet aspect-là parce que ça permettait de sortir du contexte en ligne, d'être un peu tout seul devant mon ordi pour pouvoir rencontrer des locaux qui faisaient des choses de l'entrepreneuriat eux aussi et mieux comprendre aussi la culture locale. Donc ça c'était bien sympa. Et puis je vais profiter aussi pour faire pas mal de développement personnel parce que forcément quand on est en voyage, même si j'étais avec ma compagne, on est quand même assez souvent tout seul, quoi. Donc forcément, ça amène à se poser des questions, à réfléchir, et donc ça m'a amené après dans toute une belle spirale de développement personnel. Et je suis retourné encore après en Amérique latine pendant 1 an, et là maintenant, en 2017-2018, en gros, on est revenu en France, et voilà, là je suis à Paris depuis, ça va faire bientôt 3 ans. Et là, je continue l'aventure, je coach pas mal d'entrepreneurs, soit à travers mon propre projet qui s'appelle donc Entrepreneur dans l'âme, soit des fois j'interviens dans des incubateurs où du coup, soit je parraine un des incubateurs, pour ceux qui connaissent pas, c'est des promotions, souvent c'est des promotions d'entrepreneurs qui ont l'opportunité de recevoir du coup des conseils, du coaching, des ateliers de la part de multiples intervenants, mentors. Donc j'interviens dans quelques programmes comme ça, soit justement pour mentorer des entrepreneurs, soit pour proposer des ateliers. Et de temps en temps, des fois, l'entreprise, j'ai l'occasion de faire un atelier, soit sur comment définir, par exemple, sa vision, ou des fois sur la proposition de valeur. Enfin, bref. Des choses en rapport avec l'entrepreneuriat, parce que aussi, des fois, dans des plus grandes structures, il y a un certain intérêt pour l'innovation, l'entrepreneuriat, et c'est de comprendre le mindset. Donc voilà un petit résumé. C'est très bien pour la transition, puisque c'est vraiment ce mindset qu'on veut essayer de comprendre. Comment est-ce qu'on devient entrepreneur magicien, un petit peu sur quel est ce mindset, du coup. Comment tu aides les entrepreneurs, sur quelle partie aussi, quels sont les différents entrepreneurs que tu as pu coacher, du coup. Ouais, là, du coup, il y a eu aussi une certaine histoire ces dernières années, dans le sens où, à la base, j'ai quand même plutôt aidé on va dire des start-upers, des gens qui souvent voulaient construire des applications, des plateformes web, et assez souvent des personnes justement qui savaient développer, mais qui n'avaient pas forcément les compétences business, on pourrait dire, ou qui savaient pas trop comment est-ce qu'il fallait penser cette partie-là. Okay. Et c'est là que du coup, je venais apporter des conseils, essayer d'éclairer un petit peu pour se poser les bonnes questions au bon moment. Parce que il y a certaines étapes où si entre guillemets, t'as pas pensé à certaines questions en amont du projet, tu auras beau essayer de communiquer, de faire du push, ça va pas forcément répondre. Donc j'ai essayé d'aider à construire des fondamentaux, on va dire des bases assez solides. Et puis donc ça c'était, on va dire, la première cible avec laquelle j'ai beaucoup travaillé à une époque. Et puis après, comme je disais, plus j'avançais sur mon chemin de moi-même de développement personnel, plus j'ai rencontré des personnes qui étaient plus infopreneurs et qui elles aussi étaient un peu dans cette sphère de développement personnel qui peut être assez large. Hein. Mais donc pas mal donc infopreneurs, c'est plutôt des personnes qui produisent des formations, produisent du contenu, qui développent pas forcément un produit. Donc ça, c'est un petit peu petit à petit le deuxième public vers lequel je me suis dirigé, et qui finalement correspondait assez bien aussi à ma propre activité, quoi. Finalement, je me sentais plus à l'aise d'accompagner des personnes
qui faisait plutôt des infopreneurs, parce que moi-même, j'étais plutôt infopreneur. Je ne codais pas de plateforme, donc finalement, j'ai préféré petit à petit m'orienter vers cette cible-là, même si ça s'est fait très naturellement. Et voilà, aujourd'hui, c'est quand même plutôt des personnes de ce type, des gens qui veulent lancer une activité de coaching, des gens qui ont une activité en tant que thérapeute, par exemple, qui veulent lancer quelque chose en ligne. Après, quand je travaille avec des incubateurs, je rencontre quand même des profils assez variés d'entrepreneurs. Ça peut être, encore une fois, des personnes un peu plus geeks, on va dire, qui vraiment ont un produit tech sur lequel ils sont en train de travailler. Et puis des personnes, justement, comme je disais à l'instant, qui sont plus à essayer de développer, par exemple, une activité de coaching. Donc, voilà un petit peu les types de personnes avec qui je travaille assez régulièrement. Attends, je ne sais plus quelle était exactement la question. Là, je parlais plus c'était du ça, public. c'était un petit peu de savoir avec qui tu travaillais et effectivement, oui, comment tu les aidais. Et là, tu as parlé de se poser les bonnes questions. Du coup, selon toi, quelles sont les bonnes questions qu'un entrepreneur doit se poser et est-ce que ça dépend de chacun ou est-ce qu'il y a quand même des fondamentaux là-dessus? Ouais, bonne question. Je pense que ça dépend déjà pas mal de la personne que j'ai en face. Si je prends le cas de la personne qui développe une plateforme ou assez souvent, va pas forcément se poser la question en fait, c'est pour quel public, qui est la cible, qui va utiliser ça, c'est pour répondre à quel problème. Qu'est-ce que la personne veut réussir à faire à travers la plateforme? Parce que la plateforme, c'est une solution. Donc, c'est une solution pour répondre à quel problème? Et des fois, quand je pose ces questions, enfin, des fois, plus que des fois, la personne s'en mêle un peu les pinceaux. Finalement, elle pense que son produit répond à plein de problèmes et finalement, il ne répond à aucun. Donc, en fait, il faut essayer de cibler un peu plus et puis se poser toutes ces questions. Finalement, ça amène à mieux construire le produit. Et finalement, on peut remarquer qu'il y avait des fonctionnalités que le fondateur avait priorisées, jugées essentielles, et que finalement, on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément utiles, alors que d'autres choses vont remonter à la surface. Après, c'est de poser ces questions. Donc ça, déjà, c'est j'ai une première série de questions, quoi. Quelle est la cible? Quel est le problème rencontré par la cible? C'est pour atteindre quoi? Et de quelle manière, du coup, la solution permet de répondre aux problèmes? Donc ça, c'est déjà pas mal de choses sur lesquelles on peut travailler et creuser. Après, assez souvent, ça c'est aussi un peu issu de mon histoire, c'est pourquoi ce projet? Pourquoi faire ce projet? Au-delà de devenir entrepreneur pour être plus libre et pour pouvoir laisser libre cours à sa créativité, il y a quand même il y a quand même des industries qu'on va choisir ou des problèmes qu'on a envie de résoudre. Et il faut être un minimum passionné par le sujet parce que je rencontre des entrepreneurs qui ont une petite idée, qui ont commencé à développer 2-3 trucs, mais finalement, je sens assez vite qu'il n'y a pas de passion derrière et que si ça prend pas dans les prochaines semaines, probablement ils vont se lasser du projet parce qu'à la base, ça vient pas d'un coup de cœur pour un problème, pour une industrie, pour une communauté qui veulent aider particulièrement. Ouais. Donc là, après, il y a tout un côté sur qu'est-ce que je veux vraiment faire et le côté un peu plus se connaître pour savoir qu'est-ce qui me passionne et si je dois bosser pendant 10 ans pour aider à résoudre des problèmes ou pour aider une communauté à grandir, pour construire une solution, c'est pour répondre à quoi? Est-ce que vous êtes passionné par ça? Enfin, il y a pas mal de choses à travailler souvent de ce côté-là aussi, pas mal de questions à poser aux fondateurs pour qu'ils réussissent à trouver justement quel est son why, comme on dit. Ouais. De Simon Sinek, justement, j'en parlais aussi dans une émission. Effectivement, trouver son pourquoi, la base. Ouais. Donc ça, on va dire sur le projet. Après, il y a tout ce qui concerne l'alignement entre le fondateur et son projet, donc avec cette histoire du why. Et il y a beaucoup de choses aussi avec lesquelles on discute quand j'accompagne l'entrepreneur assez régulièrement. En général, ce que je fais, c'est qu'on part des questions un peu business. C'est quoi les freins qu'ils rencontrent? Et puis petit à petit, j'essaie de comprendre comment ils pensent et pourquoi est-ce que ça bloque. Et en général, la personne est partie un petit peu tête dans le guidon à essayer de construire quelque chose et puis j'essaie de voir, de lui faire prendre conscience qu'il y a des choses qu'il voit pas, qu'il est vraiment dans la boîte et essayer de sortir un petit peu de la boîte pour pouvoir lever son problème. Donc après, un petit peu des conseils assez généraux mais qui reviennent assez régulièrement, ça va être justement l'entrepreneur qui est à fond dans son projet mais du coup trop à fond et qui n'arrive plus à s'en sortir, à penser à autre chose qu'à ça, à vivre tout simplement. Ouais. Et au bout d'un moment, il devient prisonnier de son projet et il n'a plus la capacité pour pouvoir être finalement créatif.
qu'ils la font dans essayer de produire quelque chose, mais Ouais. du mal à avoir cette prise de recul. Et ça, c'est quelque chose que je vois quand même assez régulièrement. Ça revient vraiment, vraiment souvent. Presque, c'est bien d'être sérieux, évidemment, mais il y a un côté des fois trop sérieux, justement. Trop de pression. Ouais, Et souvent, vas-y. j'allais dire, c'est difficile de déterminer ce moment où tu es en mode vision tunnel, ou parfois c'est facile à voir chez les gens, mais c'est vrai que soi-même, c'est très difficile de. Ben, on est tellement concentré sur quelque chose au final que c'est vrai que c'est difficile c'est à repérer en fait pour soi-même, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc souvent, c'est des choses après qu'on vient discuter de manière un petit peu plus profonde, quoi, pour savoir. Je demande souvent au fondateur, voilà, comment comment tu te sens quand tu rencontres ce type de problème, c'est quoi les émotions qui remontent à la surface. Donc là, on fait plus un travail intérieur pour essayer de débloquer des choses et que la personne réussisse à se rendre compte, en fait, quand est-ce qu'elle est en train d'aller un petit peu trop loin dans son mental Ouais. et qu'elle est un petit peu, ce que j'appelle décentrée, quoi. Elle est plus connectée à elle-même et du coup, au bout d'un moment, elle n'arrive plus à voir clair et ça mouline, mais ça fait pas grand-chose Ouais, euh, de concret. ok. Et ça, pour moi, c'est voilà tout le mindset entrepreneur qui me plaît particulièrement, j'aime bien prendre l'image de l'iceberg, tu vois, avec la partie émergée, la partie immergée. Et pour moi, le mindset, c'est la partie qu'on voit pas forcément, mais quand tu gères bien ça, après, ce que tu vois en dehors a tendance à beaucoup mieux fonctionner. Moi, Ça, j'avais. l'entrepreneur qui démarre le voit pas toujours. Hein. Ouais, j'ai eu cette impression aussi qu'en tant qu'ingénieur, alors peut-être arts et métiers, moi j'avais dans l'idée que c'était très pratique, pratico-pratique, et que vous aviez beaucoup de choses à faire arts et métiers, et du coup, mais j'avais l'impression que dans les écoles d'ingé, on nous, on nous apprenait pas à penser comme ça en termes de business, en termes de, on est très analytique, très sur l'étude, sur les détails, et du coup, moi c'est quelque chose que j'ai dû réapprendre. Est-ce que toi, tu le vois souvent que les gens sont trop concentrés sur cet aspect technique et pas assez sur l'émotion, justement. Est-ce que c'est ça une des principales erreurs parfois? Avec du recul, où souvent l'entrepreneur, après quelques mois, a tendance à s'en rendre compte, surtout quand on vient voilà, évoquer ce type de conversation, c'est que voilà, souvent il essaye de créer, de créer, mais finalement quand tu crées alors que à l'intérieur de toi, tu as beaucoup euh, voilà, tu stresses, tu sens que t'es pas en train de vibrer le succès, tu essayes de créer quelque chose parce que là maintenant tu sens que t'es pas dans une situation de succès. Forcément, c'est ce décalage entre ce que tu ressens à l'intérieur et ce que tu essaies de créer qui fait qu'il y a t'obtiens pas les résultats que tu veux en extérieur. Donc il y a pas mal de travail à faire à l'intérieur pour que la personne réussisse à ce que j'appelle à être beaucoup plus centré, beaucoup plus calme à l'intérieur, à être serein. Et à partir de ce moment-là, les choses en extérieur ont tendance à refléter l'état intérieur. Et ça, comme tu dis, souvent c'est pas forcément la manière de penser ou la manière de voir le travail. Soit quand on vient d'une carrière technique, voilà, comme ingénieur, mais je trouve même, hein, plus généralement dans le monde du travail, on a tendance à ne pas assez, à mon goût, hein, insister sur ces choses-là, quoi. Vraiment, on crée notre monde extérieur à partir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à partir du moment où on commence à régler pas mal de choses à l'intérieur, ça devient beaucoup plus fluide en extérieur. Ouais, ça, c'est pas le genre de choses qu'on nous apprend. Et effectivement, c'est un peu ça, savoir mieux communiquer avec soi-même pour se rendre compte quand on a besoin soit d'aide autour, soit de conseils, puisque c'est vrai qu'on peut pas tout trouver soi-même, même si, bon, avec le temps, on trouve ses solutions au fur et à mesure. Et pratiquement, j'aimerais savoir un petit peu, est-ce que tu as des outils que tu utilises avec ces entrepreneurs, vu que tu travailles de chez toi? Est-ce que, donc Internet, bon bah oui, c'est bien sûr pour être connecté. Est-ce qu'il y a des outils en particulier que tu utilises? Pas les outils pratiques ou dans tes ateliers, mais plus des outils pour que des gens puissent utiliser aussi et que ça puisse les aider à être plus connectés en fait. Oui, alors, si on parle peut-être pour commencer juste de la partie business, que moi j'appelle plus la partie émergée de l'iceberg, mais il y a quand même pas mal comme je disais, des fondamentaux Mhm. à bien maîtriser. Pour moi, ce que j'utilise assez souvent, c'est tout ce qui va être les business model canvas. D'ailleurs, je sais pas comment on dit en français trop, mais Canvas, je crois que donc, c'est assez répandu, hein, ouais, effectivement. ouais, donc il permet d'avoir vraiment les composantes clés de voir les composantes clés de son projet et puis être sûr qu'on valide justement tous les points essentiels. Et puis
avec ça, il y a toute la méthodologie Lean Startup qui consiste à aller rencontrer des clients potentiels et puis aller poser des questions et puis voir est-ce que entre ce qu'on pense dans sa tête être bon et puis la réalité du terrain, essayer de voir s'il y a un écart ou pas. Et puis assez souvent, quand on commence à interagir avec son public cible, on remarque assez souvent qu'on était parti sur certaines hypothèses qui finalement s'avèrent ne pas être si vraies que ça, alors que souvent l'entrepreneur est parti dans des certitudes à la base, sans même des fois imaginer qu'on aurait pu penser autrement les choses. Donc ça, c'est un petit peu des deux outils que j'utilise assez souvent avec des entrepreneurs pour essayer justement de bien cadrer les choses et puis aller vérifier après par les expériences sur le terrain est-ce qu'on est à côté de la plaque ou est-ce qu'effectivement les hypothèses étaient bonnes. Après, ce que je vais utiliser moi pour plus pour le côté intérieur, après c'est beaucoup de dialogue moi-même avec la personne, essayer de à travers la discussion, essayer de voir comme je disais où est-ce qu'elle bloque, mais ça c'est du travail beaucoup plus je dirais individuel. En général, j'arrive à savoir si la personne elle a un certain blocage, par exemple par rapport à si elle a du mal à se vendre, si elle a du mal à partager facilement ce qu'elle a vraiment sur le cœur, si elle arrive à être vraiment elle-même quand elle vient parler de son projet, quand elle pitch, où est-ce qu'elle met des filtres. Et donc ça, c'est plutôt dans l'accompagnement individuel que à force de connaître la personne, j'arrive un petit peu à sentir où est-ce qu'il y a des endroits où elle peut s'améliorer. Donc là, il n'y a pas vraiment d'outils spéciaux. En tout cas, il n'y en a pas qui me viennent en tête. C'est plutôt moi, avec l'expérience, comment est-ce que je sens un peu les choses. Et après, avec des questions, je vais creuser. Et puis, souvent, l'entrepreneur va remarquer qu'effectivement, il y a des endroits avec lesquels, dans sa communication, il n'est pas forcément à l'aise ou il fait comme les autres parce qu'il pense qu'il faut faire comme ça, mais au fait, il n'est pas vraiment authentique. Ouais. Après, ça, c'est plus des choses que moi, je sens, quoi. Là, c'est bien, on rentre vraiment dans la magie de la communication et la sensibilité que tu as au travers de questions que tu poses à découvrir sur quel terrain l'entrepreneur va être moins à l'aise, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comme on parle de la communication, je peux dire des petites choses là-dessus, mais c'est vrai que assez souvent, la personne va finalement, elle s'en rend pas compte, c'est un peu inconscient parfois. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas posé la question, la personne s'est pas forcément rendu compte qu'elle a fait ce petit blocage. Ouais. Mais après, quand on commence à la faire parler de ça, elle réalise pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal cette peur d'être jugé, quoi. Et je pense que ça, au début, quand on commence dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est un jeune entrepreneur, on a l'impression qu'on est un petit peu nouveau dans dans ce milieu de l'entrepreneuriat et puis qu'il y a des codes à respecter, qu'il faut faire comme ça. Et les gens, certaines personnes répliquent un petit peu ce qu'on fait d'autres en pensant que c'est comme ça qu'il faut faire, mais finalement ne sont pas vraiment elles-mêmes, quoi. Donc du coup, à un moment, il s'agit d'aller creuser de manière un petit peu plus profonde et finalement réaliser que les seules choses qu'attendent la communauté des entrepreneurs, c'est que tu sois vraiment toi-même pour venir enrichir la communauté. Il n'y a pas de répliquer les histoires des autres. Mais ça, c'est quelque chose qui, au début, est pas forcément évident. Surtout, quand on démarre, on a envie un petit peu on pense qu'il y a pas mal de standards à respecter. Alors qu'au contraire, c'est en sortant, je trouve, des sentiers battus, en réussissant à trouver sa touche unique, que l'entrepreneur va réussir à sortir du lot. Et puis cette touche-là, elle est déjà en lui, quoi. Il faut juste qu'il aille la creuser. Ouais, c'est identifier son univers et c'est savoir le partager et c'est difficile c'est parce que ça peut-être aussi se mettre à nu en fait un petit peu c'est ça qui est peut-être un petit peu difficile, c'est ça? De faire tomber un peu cette dernière défense. Ouais, je suis bien d'accord. Après, c'est un travail continu aussi. Moi-même, j'essaie de m'exercer à ça le plus possible. Je crée du contenu, vraiment à dire ce que j'ai envie de dire. Tu vois, ça plaît pas. Finalement, à partir du moment où j'ai dit ce que je pensais vraiment, c'est pas grave si une partie de mon audience ou partie des personnes, comment dire, si c'est assez clivant ou si ça se sépare. Tu peux plaire à certaines personnes et ne pas plaire à d'autres, et c'est bien comme ça. Si tu essaies de plaire à tout le monde, ça marche pas en fait. Donc ça pareil, tu crées un petit peu de travail, contenu. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ta chaîne, tu nous expliques un petit peu quel genre de contenu tu crées, c'est quoi ton format préféré et du coup je mettrai le lien vers ta chaîne dans le chat. Ouais, donc du coup,
quand j'ai des idées de vidéos, j'essaye de publier, d'y aller en général sans trop préparer, quoi. Pareil, pour faire ressortir ce que j'ai envie de dire comme ça vient. Donc après, ça aussi, hein, faire des vidéos, c'est de l'habitude. À force d'en faire, on va dire, on arrive à faire des vidéos de meilleure qualité, je trouve. Mais pour moi, ouais, c'est un format que j'aime assez dans le sens où ça permet à la fois de délivrer un message vocal, mais aussi voilà, de montrer ses expressions du visage, de montrer certaines émotions, de montrer son enthousiasme, de montrer des fois sa frustration par rapport à quelque chose. Et moi, je trouve que c'est une bonne manière, notamment quand on veut travailler à distance ou quand on veut avoir une activité où on peut travailler un peu de n'importe où. Utiliser ce format vidéo, moi, ça me paraît être un bel outil. Donc c'est quelque chose, ouais, que je fais pas mal. J'ai fait aussi, enfin, quand je fais des formations, des programmes en ligne, en général, j'essaie de faire pas mal aussi par la vidéo. Après, j'aime assez, des fois aussi écrire parce que ça permet de structurer les idées de manière un petit peu différente. La vidéo, pour moi, c'est plus, voilà, je communique ce qui vient comme ça, et puis en général, j'essaie de pas trop toucher après, quoi. Enfin, je fais pas forcément de montage. En tout cas, j'essaie de faire le moins possible, histoire que ce soit fluide et simple, de pas perdre de temps. Après, quand je travaille sur des programmes ou bah là, par exemple, j'ai mis en ligne quelques e-books quelques petits documents qui sont gratuits, qui peuvent peut-être aider des entrepreneurs. Là, du coup, je le fais par écrit parce que ça me permet du coup de relire, de restructurer. C'est une autre manière de communiquer, une autre manière de véhiculer de l'information. Ça, c'est quelque chose que je remarque que j'aime assez aussi. Voilà, ce format écriture. Ok. Aujourd'hui, ouais, c'est je pense, les deux choses que je fais le plus. J'ai fait pas mal de blogging à une époque aussi, mais ça, c'était plus dans les années, quand j'ai commencé, quoi, 2013, 2014. Donc là, pratiquement, ce que tu expliques, c'est que tu as une formation en ligne pour les entrepreneurs. Ça, elle se trouve sur le site entrepreneurdansl'âme.fr. C'est ça? Ouais, .fr, .com, ouais. .com, ok. Et du coup, en fait, pratiquement, les gens peuvent avoir accès à du contenu vidéo qui leur permet de s'inspirer et de partir sur des bonnes bases. C'est ça? Ouais, 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 c'est ça en gros. Ce que je propose sur ma plateforme, en tout cas tel que c'est fait actuellement, c'est les personnes peuvent voilà, soit prendre une première session de coaching avec moi qui permet de voir est-ce qu'on est bien aligné, est-ce qu'on a envie de continuer ensemble. Et puis voilà, pour moi c'est une première offre assez simple pour apprendre à se connaître et déjà pour moi apporter de la valeur pour montrer qu'est-ce que je peux faire, comment je peux les débloquer. Et puis à partir de ça, en fonction de comment j'ai senti le contact avec la personne, moi, après divers programmes que je peux venir lui proposer de manière plus manuelle en fonction, voilà, de son profil, de son expérience. Donc en général, là maintenant, c'est comme ça que je travaille là, en gros, depuis que je suis rentré à Paris, c'est plutôt comme ça que je fais. Donc les personnes peuvent aller sur mon site, il y a déjà du contenu qui est gratuit, qui permet de voir un petit peu est-ce qu'on pense un petit peu de la même façon? Est-ce qu'ils aiment bien mon approche? Si ça fit, si ça match, bah, tant mieux. On peut peut-être continuer ensemble. Et puis, après, il n'y a pas de problème. Il y a tellement de styles d'entrepreneurs que c'est possible que pour beaucoup de personnes, on soit pas, voilà, sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de problème non plus. Bon, non, mais je pense qu'ils vont faire un tour et puis il y a plein de contenu qui est gratuit aussi et du coup il y aura plein de choses à apprendre clairement, hein. Et tu penses que c'est quoi là, du coup les plus gros, enfin pour toi c'est quoi les trois conseils à donner du coup à quelqu'un qui commence, donc du coup se poser les bonnes questions, est-ce que tu as d'autres choses à, à nous donner? Alors, je repense à des choses un petit peu similaires à celles que j'ai dites, parce que c'est les premières qui me viennent à l'esprit, mais ouais, alors je vais commencer peut-être par ça. C'est en partant d'un exemple. Assez souvent, quand je fais un coaching avec une personne, notamment pour la première fois, elle va me dire, tu vois, j'ai du mal à trouver des clients. Et du coup, je me dis, OK, ben, est-ce que je peux voir ton offre? Elle dit, ouais, mais j'ai pas d'offre. Ah oui, bah, du coup, la première étape, bah, ça va être ça, quoi, tout simplement. Construire une offre qui est solide. Donc, construire ton offre, ça va être déjà de savoir bah, à qui tu t'adresses, c'est pour quel type de question, enfin, c'est pour répondre à quel type de problème. Qu'est-ce que tu proposes? Propose quelque chose d'assez simple. Voilà, comme moi, mon premier produit, premier service, le plus simple, c'est juste une session de coaching. Voilà, ça dure 45 minutes, 1 heure. C'est pas plus compliqué que ça. Déjà, si ça se vend pas, c'est pas vraiment la peine d'aller plus loin, quoi. Donc, faire une première offre assez simple, voir déjà est-ce que ça
ça prend. Mhm. Réussir déjà à faire une page assez claire qui du coup demande encore une fois de bien se poser les questions sur les fondamentaux. Comme je disais, à qui on s'adresse, pour répondre à quel problème, qu'est-ce que tu viens apporter comme bénéfice. En quoi est-ce que ce que tu proposes est différent de ce qui existe déjà ailleurs, donc en quoi tu as une petite touche unique. Et déjà là, on commence à faire un peu le ménage, à déblayer pas mal de choses. Donc pour moi, c'est un bon exercice ça de se dire si je devais construire une première offre assez simple, pas très cher, quoi. Pour moi, la première offre, si elle est à moins de 100 euros, c'est cool. Enfin, en tout cas, avec les entrepreneurs avec lesquels je travaille, c'est assez souvent comme ça qu'on opère. Et après, on a d'autres produits pour aller plus haut, quoi. Déjà commencer par cette première marche. Et donc ça, pour moi, ça, c'est on va dire une première étape. Après, un autre conseil, c'est aussi un petit peu dans le côté communication, ou pour trouver sa touche, ou pour en même temps apprendre à se connaître et apprendre à créer de manière assez fluide et facile. Je recommande aux gens de passer par une étape où ils créent où ils créent du contenu et de le faire sans forcément au début attendre quelque chose en retour, quoi. Vraiment prendre l'habitude de créer, prendre du plaisir à créer, prendre quelques heures, quelques même minutes s'il le faut tous les jours pour si c'est du contenu parce qu'ils sont infopreneurs, s'ils sont infopreneurs, ça va être du contenu, mais créer quelque chose parce que après quelques semaines, après quelques mois, voire après quelques années, on commence à avoir créé justement pas mal de contenu qui redirige du trafic vers à son site web, vers sa première offre. Et puis derrière, on a d'autres offres. Mais prendre l'habitude de créer ce contenu, ça permet de comprendre son mécanisme intérieur sur, du coup, qu'est-ce que je veux dire, comment je structure mon idée. Et puis quand on sait faire ça de manière assez facile, du coup, on peut créer des produits, on peut créer différents services. Ça devient plus très compliqué, quoi. Donc, il y a cette habitude de créer des choses, de pas attendre d'avoir la vision parfaite de tout qui rentre, comment je pourrais dire ça, d'avoir le plan parfait, qu'il n'y a plus qu'à exécuter le plan et puis tout va marcher. C'est plutôt, prendre l'habitude de créer un petit peu tous les jours avec passion. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de dire? Qu'est-ce qu'on a envie de dire qui pourrait aider notre cible? Et puis quand on a pris cette habitude-là, il y a une belle. Ouais, je trouve que ça permet vraiment de matérialiser ses pensées, en fait, et de les figer un peu pour un instant. C'est vrai que ça fait un peu peur. Moi aussi, j'ai mis du temps à me dire, tiens, je vais faire du contenu. Et je pense que ça permet aussi de voir à quel point ça évolue au fur et à mesure et comment ça fait, du coup, évoluer, de mettre ses pièces petit à petit, comme tu dis. Et je trouve que commencer à créer, je l'avais entendu beaucoup de fois et j'ai mis du temps à m'y mettre et c'est vrai que c'est une sorte de gymnastique et je pense que c'est un très bon conseil finalement de s'y mettre et c'est un petit peu se mettre à nu aussi et donner de son unicité, mais clairement c'est ce qui fait la différence, donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je trouve ça très pertinent parce que justement, c'est souvent la personne qui a qui veut se lancer ou qui est en train de se lancer. En fait, ce qu'elle remarque pas encore, c'est que c'est en continuant à écrire, par exemple du contenu, en continuant à produire des choses, qu'elle va arriver petit à petit à la meilleure version d'elle-même. Mais elle a besoin de passer par toute cette phase où elle fait ressortir pas mal de choses en écrivant, où elle n'a pas forcément encore une grosse audience au début, tu vois. Ça va être quelques personnes qui vont lire, qui vont mettre des likes. On va dire que c'est pas encore suffisant pour construire un business viable, mais cette personne a besoin de passer par cette étape-là pour petit à petit savoir justement quelle est sa touche unique, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment. Et si elle l'a pas faite, pour l'instant, elle reste un petit peu trop générale. Donc, elle aura beau essayer de chercher des solutions à ses problèmes, entre guillemets, elle est à un niveau où elle n'a pas encore creusé assez en elle-même et du coup créé assez de choses pour pouvoir avoir les réponses à ces questions. Donc, c'est une manière justement de se connaître, de se découvrir et de mieux comprendre qu'est-ce qui me passionne vraiment, comment je peux apporter une touche unique. Donc pour moi, c'est tout le but de la création un peu en continu. Ouais, ok. Merci beaucoup Thomas pour cet entretien, cette interview Eureka. On se retrouve tous les mercredis à 18h. Il y a eu un petit problème d'enregistrement sur Twitch, donc on n'a pas la fin de l'interview. C'est pour ça qu'il faut être là en live, comme ça vous pouvez venir poser des questions et puis interagir avec nous et avoir nos retours en fonction de vos idées et vos projets. En tout cas, on se retrouve pour les prochaines interviews Eureka avec plein de beaux invités. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À très vite. Ciao, bye.